Bonsoir, merci d'être au rendez-vous de ce 20e numéro de Zone Interdite, un numéro particulièrement dense avec sur le plateau 4 invités que vous découvrirez en direct tout au long de l'émission. Nous allons évoquer un phénomène qui nous vient des États-Unis, les jeux de rôle, des jeux qui ont fait leur apparition en France au début des années 80 et qui aujourd'hui touchent plus de 250 000 jeunes. Ces jeux, permettent aux participants de s'identifier à un personnage fictif et d'évoluer au gré d'un scénario adapté et dirigé par celui qu'on appelle le maître de jeu. Les participants mettent tant de soin à construire l'identité de leur personnage que certains finissent par se glisser dans leur rôle comme dans une seconde peau. Formidable évasion donc pour tous ceux, et c'est la grande majorité qui savent que ce n'est qu'un jeu, mais voyage parfois périlleux, risqué pour quelques adolescents fragiles qui peuvent se retrouver piégés, déconnectés du réel. L'enquête est signée Pascal Vasselin et Stéphane Villeneuve. On les appelle des rôlistes. Ce sont des amateurs de jeux de rôle. À coups de dés, ils s'inventent une vie, se construisent une personnalité et se transportent au Moyen-Âge ou dans les bas-fonds de New York. Le principe est simple, chacun des participants incarne un personnage et vit à travers lui une aventure dans un monde totalement imaginaire. Leurs adversaires, monstres, démons ou androïdes, sont interprétés par un maître de jeu seul à connaître le scénario et l'issue de l'aventure où il entraîne les autres joueurs. Les parties peuvent durer un soir ou plus d'1 an et sont parfois très passionnées. Jean-Marie, je vais taper sur les mains. Qui est dans la maison? Sortez les mains en l'air. Les mains sur la tête. Je cours vers la voiture. Ça va mal finir. Je cours vers vraiment 40. Je frappe dessus avec le pied de table. Ça le mal. Oui, j'en venais. Ça le mal. Qu'est-ce qu'il a? Il est venu procéder, mais qu'est-ce qu'il a? Ouais, mais ça a mal. Je le sais pas. William, calme-toi, c'est bon. Calme-toi, ça va aller. Calme-toi, William. Je m'en perds vers la... Le but, c'est que entre nos personnages, on établisse des amitiés, des conflits, qu'on crée une vie à notre personnage, une vie passée, qu'on en parle, qu'on donne des attaches au personnage, que ce soit pas qu'une feuille de papier, mais que ça reste dans l'imaginaire. Importé des États-Unis il y a 15 ans, le phénomène a pris de l'ampleur. Comme ici à Angers, ils sont des centaines de milliers à passer leur soirée ou leur week-end dans la peau d'un autre. 200 clubs dans toute la France, une presse spécialisée florissante, des boutiques dans la plupart des grandes villes. Jeux, accessoires, figurines, le commerce de l'imaginaire séduit un nombre croissant de jeunes. Quand on fait une partie de jeu de rôle, on est libéré un petit peu de toutes les pesanteurs de la vie quotidienne. On n'est plus, le jeune homme qui a des problèmes dans ses études, qui n'y arrive pas trop, qui a redoublé, qui a des problèmes avec ses parents. On devient un chevalier, on a un pouvoir sur les autres, on a un pouvoir sur la société. Et après, c'est très dur quand on referme son classeur de se dire, voilà, je suis redevenu Philippe K, je suis en seconde, ou je suis à la fac, je suis un peu oppressé par tout ce qui m'entoure. C'est vrai qu'il peut y avoir ce phénomène-là. Mais les jeux de rôle, c'est aussi ça. Ces images ont été tournées par une caméra amateur. Nous sommes au cœur d'un grandeur nature, une autre version du jeu de rôle, où les joueurs abandonnent leurs dés pour vivre leurs aventures en costume et en décor réel. Un pas de plus dans l'imaginaire. Pourquoi? Dites-moi. Hein? Pourquoi je taire? Non, je parlais. Je suis une barde et je parle. Et je chante. Le jeu de rôle, tout est matérialisé par des jets de dés. Tu veux sauter, tu fais un jet de dés. Tu veux te battre, tu fais un jet de dés. Parce que, en grandeur nature, si tu veux sauter, t'as que tes jambes. Si tu foires, tu te fais mal, tu tombes par terre, c'est mal. Si tu veux te battre, c'est avec ton intelligence, ton habileté que tu arrives à toucher ton adversaire. Et après, tu as la main dans l'engrenage et puis après, c'est fini. J'en appelle à la loi de Dieu. Vous avez raison. Nous allons les faire combattre un accusateur. Quand on sort, on a un moment de... On ne sait plus où on est. Et moi, pendant une demi-heure, j'ai chialé. Et après, ça s'en va, quoi. C'est 6 mois de préparation qui s'envolent en fumée pendant 2 jours, quoi. C'est tellement... Ça prend là. C'est ça qui est bien. Tellement bien, tellement réel, que parfois certains jeunes ne savent plus s'ils sont dans le jeu ou la réalité. Il y a des gens qui font tout pour que ça ne devienne pas violent. Et donc c'est pour ça que dans le cadre de nos grandeurs nature, on a des cellules justement pour éviter ce point de non-retour. On est un peu la personne qui va tirer le maillot en lui disant « Fais gaffe, tu es au bord du ravin, c'est fini ». Pourtant, parfois, le jeu dérape. Le 30 avril dernier, à Madrid, 2 adolescents poignardent un passant. On accuse les jeux de rôle. 1 mois et demi avant, c'est à Amiens que le jeu tourne au drame. Un lycéen est retrouvé mort d'une balle dans la tête.
2 mois plus tôt, un autre lycéen meurt pendu à Orthez. 3 affaires, 3 morts. Les jeux de rôle sont aujourd'hui au banc des accusés. Dans l'affaire de Madrid, la télévision espagnole a reconstitué les dernières minutes de ce jeu mortel. Adeptes passionnés des jeux de rôle, les 2 jeunes assassins ont poussé le jeu jusqu'à l'absurde. Ils ont tué un homme juste parce qu'il ressemblait à la victime qu'ils avaient imaginée dans leur scénario. Satisfets d'haver aconseguit el seu objectiu, esperaven tornar a jugar una altra partida. Ils étaient tout à fait normaux, ils assistaient aux cours normalement, sans rien manifester de bizarre. C'est vraiment très étrange. Ça a été très difficile à croire. Xavier et Félix étaient des étudiants ordinaires. Pourtant, le journal intime de Xavier en dit long sur l'incroyable confusion qui régnait dans leurs esprits entre le jeu et la réalité. Le type avait une tête étrange. À la lumière de la lune, on a contemplé notre première victime. On a souri et on s'est donné la main. Il n'y a pas de signe d'alerte. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a problème, c'est que déjà le problème s'est installé lorsqu'il y a déjà marginalisation, délire, hallucination, rupture avec le réel. Principalement la rupture avec le réel, repli sur soi, perte de communication avec l'environnement. C'est ça qui doit mettre en garde. Mais le problème, c'est que lorsqu'on voit ces éléments, la personne est déjà rentrée dans un processus pathologique. Le docteur Abgral dit j'ai eu l'occasion de voir 6 patients. Il faut savoir que depuis 15 ans qu'il y a du jeu de rôle en France, le jeu de rôle est pratiqué. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont joué. Si les dés décident en partie du sort des joueurs, le pouvoir du maître de jeu est primordial et souvent mis en cause. De son imagination et de sa personnalité dépend la tournure que prend la partie. Jean-Pierre Pécaud est maître de jeu. Il joue depuis plus de 10 ans. Alors que je suis en train de dégouler les soins, etc., j'essaie quand même de ressortir mon pistolet et consciencieusement d'essayer lentement d'arriver à le recharger parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Toute activité ludique comporte des risques, mais peut être dévoyée. Je pense que le problème, il n'est pas dans les jeux de rôle, il est dans la tête de certains adolescents fragiles qui, si jamais ne jouaient pas au jeu de rôle, auraient une autre activité qui serait tout aussi destructrice pour eux. Fragiles, certains adolescents le sont forcément face à un jeu qui touche à leur personnalité. Les lettres que Julien a laissées à son père en témoignent. Le problème est que les jeunes sont facilement influençables et lorsqu'ils tombent devant une ou plusieurs fortes têtes, ils sont hypnotisés et suivent ces sortes de maîtres spirituels. J'ai l'impression d'être de la glaise molle devant un potier, devant certains esprits forts. Julien, 18 ans, lycéen et pensionnaire d'un internat d'Orthez. Un matin de septembre 1993, devant un témoin, il se pend dans la cour du lycée. On croit tout d'abord à un bizutage qui aurait mal tourné, puis à la marque d'une secte qui aurait trouvé une victime. Le père de Julien, chef d'une petite entreprise de transport, accuse quant à lui les jeux de rôle. La corde y était depuis la veille. Ils avaient répété la scène la veille. Et je suis sûr qu'ils s'étaient pris au personnage. Les derniers courriers, les derniers dessins qu'ils faisaient, ils s'identifiaient à un personnage. Et à la fin, peut-être qu'ils ne voulaient plus, qu'ils voulaient arrêter. D'après sa copine, il ne voulait plus le faire, il voulait arrêter, il voulait sortir du jeu. Peut-être que c'est pour ça qu'il fallait qu'il finisse comme ça, pour pouvoir sortir du jeu. Il paraît qu'on ne sort du jeu que par la mort. Je préservais mon fils de la drogue, de l'alcool, du tabac. Je craignais les accidents de la route, je craignais les boîtes de nuit. Je le préparais à affronter tout ça. Mais ça, j'ignorais totalement. Totalement. Je connaissais mon fils, mais pas assez bien. Il se confiait pas sur tout. Il avait genre son jardin secret. J'ai pas su y aller. Ce jardin secret, Jacques Delhomme tente de l'explorer depuis. Mais les boîtes de jeux empilées au grenier semblent bien inoffensives et ne révèlent rien. Pas plus d'ailleurs que les amis de Julien qui l'appellent. Je l'appelais surtout pour savoir si tu étais au courant, si tu avais des noms de jeux de rôle, si tu pouvais nous éclairer là-dessus, quoi. Parce qu'il y a un maître de jeu, et les jeunes qui connaissaient Julien, ils disent on peut rien dire, ça craint.
Le gourou voit tout, il sait tout, ça craint pour vous comme pour nous. Depuis, ceux qui jouaient avec Julien se taisent. Mais c'est dans l'imaginaire de son fils que Jacques Delhomme a trouvé les premières réponses. Ils se créent un monde à eux, complètement. On a trouvé des cassettes de films qu'ils avaient tournés, hein. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il était dans son monde à lui. Il était très influençable? Très influençable, très influençable. Il a eu besoin d'un maître. Qui était ce maître? Qui est celui qui a été plus fort que moi. Maître de jeu ou gourou, petit cercle de joueurs ou embryon de secte. Dans l'affaire Delhomme, les deux semblent se rejoindre. Entre le jeu et la secte, aucun lien n'est prouvé, mais les points communs sont réels. Les rôles qui sont tenus dans le jeu de rôle sont connus uniquement des protagonistes, comme dans la secte. Ensuite, il y a les phénomènes de dépendance par rapport au leader. C'est-à-dire, dans un cas, c'est le gourou, de l'autre côté, c'est le maître de jeu. Donc, il y a une forme de dépendance. Ensuite, il y a une dynamique qui est commune. C'est-à-dire qu'on a une forme d'expression psychologique qui est exclusive du groupe, qu'il soit sectaire ou qu'il soit jeu de rôle. Je pense qu'il y a un terrain de recrutement qui est favorable aux sectes, c'est celui des jeux de rôle. Christophe Macon, lui, s'est arrêté à temps. Dans les hauteurs de Toulon, Christophe, aujourd'hui étudiant en droit, revient sur ses pas. C'est ici, au Fort Faron, qu'il a joué ses dernières parties il y a 4 ans. J'ai juste gardé mes dés. C'est le seul témoignage, disons, de cette époque. C'est après avoir souffert d'hallucinations au cours d'une partie que Christophe décide de rencontrer le docteur Abgral. Il entame alors une psychothérapie qui durera 2 ans. Dans la partie, j'ai été me réfugier dans une église. Dans l'église, je me suis fait rattraper par les forces du mal qui ont pris la place du Christ. Tu as revu ton meneur de jeu, là? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas voulu être prétentieux. Je me suis dit, si je veux sortir des jeux de rôle, il faut plus que je voie les personnes qui en font. Parce que je vais être rembrigadé dedans. Ouais, tu as réagi un peu comme un drogué face à la drogue. C'est-à-dire, voilà. Si je veux plus me droguer, il ne faut pas que je rencontre des dealers. Quoi. Et si on ne rencontre... Je pense que si on ne rencontre pas des gens qui n'y connaissent rien aux jeux de rôle, mais bon, ou qui vous attirent, ou... Ça peut être bon, une fille ou un ami, hein, je veux dire, quelqu'un qui vous tire et qui vous dit, non mais là, tu pars en vrille, arrête, regarde comme tu es, c'est pas ça la vie. On ne peut pas sortir. La Cour condamne donc, selon la loi, la coupable à la peine de mort par décapitation. À Amiens, la mort d'un autre adolescent, Christophe Maltese, rappelle l'affaire Delhomme. Comme Julien à Orthez, Christophe était interne et jouait en petit cercle fermé. Comme Julien, il avait commencé par des jeux sans danger. Il avait apporté des pistolets, des menottes, des cordelettes qui faisaient partie intégrante du jeu. C'était une panoplie. Et à un moment donné, ils ont substitué aux jouets de vraies armes. Et ce besoin d'aller toujours plus près de la vérité, enfin de la réalité, de prendre une vraie arme à un moment donné, pour nous, ça n'a pu être suggéré que parce qu'il y avait un jeu. Avec de vraies armes, les joueurs ne jouaient plus à rien de connu. Le jeu sortait de ses règles et devenait fou. Par ses dessins, Christophe a laissé une trace du monde qu'il s'inventait. Le 14 février dernier, il est trouvé mort dans sa chambre d'internat, une balle dans la tête. L'enquête s'oriente vers un suicide, mais qui, au fond, a tiré? Christophe, le lycéen, le joueur, ou bien son double dans le jeu, son personnage lui-même, Marvin Zeitman, qu'il a dessiné ici. Il y a quelque chose auquel j'ai pensé après, c'est qu'il disait, bon, je suis Marvin Zeitman, je suis un guerrier, etc. Et la question qu'on se pose, qu'on s'est posée longtemps, c'est de savoir si il avait complètement perdu pied, il a fait un geste comme ça, ou si c'était le point final du jeu, si ça finissait par sa mort, si c'était écrit, c'était la mort de l'un des joueurs. Pour trouver des réponses, Vincent et Nadine Maltese ont rencontré les amis de leur fils dans un café, 2 mois après sa mort. Vincent, qui garde des traces de toutes ses recherches,
a enregistré la conversation. Le dimanche soir, on est resté dans la chambre, on a discuté. Mais depuis l'entrée en seconde, Christophe il y a toujours eu un mystère qui est resté sur lui. Il a toujours été très très solitaire. Il était bien sûr avec nous en famille. Dans ce même café, les amis de Christophe continuent de se retrouver. Eux trois jouaient régulièrement avec lui. Aujourd'hui, ils cherchent encore à comprendre. Si le jeu de rôle a intervenu, peut-être que dans ce cas-là, c'était la suppression de la peur. Ouais, peut-être, ouais. Parce que dans le jeu de rôle, quand on meurt, on n'est jamais vraiment mort. On se suicide un peu pour voir un peu ce qu'il y a à autre part et puis pour continuer une autre sorte de jeu de rôle dans le ciel. Je l'ai déjà donné il y a 1 an et demi pour Sayana. Parlez, je lui explique que la joie et l'amitié ont plus aux âmes. Julien a-t-il voulu continuer le jeu au ciel? Ni ses parents, ni ceux de Christophe, en tout cas, ne demandent l'interdiction des jeux de rôle. Ces jeux où, d'ordinaire, les morts se relèvent. Didier Bourdon, bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être notre invité en direct ce soir dans Zone Interdite. Je souhaitais en effet avoir le regard d'un comédien après un tel reportage. Alors, avant de former le groupe des Inconnus, vous avez joué dans bon nombre de pièces au théâtre. Vous êtes aujourd'hui à l'écran. On vous voit aux côtés de Depardieu et de Nathalie Baye dans La Machine de François Duperron. C'est cette expérience d'acteur qui peut nous aider ce soir à essayer de décoder ce type de jeu de rôle. Quel est votre sentiment après avoir vu ces jeux? Oui, c'est à la fois impressionnant et puis en même temps, c'est très intéressant parce que je pense que, je sais pas, j'aurai 15 ans aujourd'hui, je serais intéressé par ce genre de jeu. Pourquoi? C'est le goût du théâtre? Oui, le goût du théâtre et puis le goût de changer de personnage, le goût de... Enfin, de toute façon, on l'a tous fait. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, on s'est tous déguisés après un feuilleton ou après un film. Je me souviens notamment d'une soirée tapageuse après la 317e section, je pense. C'était ça, ce film, oui, où pendant toute la soirée, avec mon frère et mon père, on n'a pas arrêté de se lancer des savates à travers la figure. Alors, Didier, pour revenir au sujet, il y a des personnages, des participants à ces jeux, qui avouent que parfois, en s'identifiant tellement à leur personnage, ils frisent un petit peu le point de non-retour. Oui, oui. Est-ce que c'est cela, jouer la comédie, friser le point de non-retour? Non, c'est-à-dire que quand on regarde ça, j'ai vu les jeunes là, qui jouaient un petit peu, ils jouent pas vraiment, d'ailleurs, ils crient. Ils crient et les personnes qui sont fragilisées par ce style de jeu, à la rigueur, sont des personnes certainement fragiles, comme je le disais, mais aussi très sensibles. Et ça, c'est une qualité. Mais il faut savoir les canaliser. Et moi, ce qui m'a quand même un petit peu surpris, c'est que il y a des meneurs de jeu, c'est ça, qui sont en fait les metteurs en scène de pièces de théâtre. Et je crois qu'ils ont quand même une grande responsabilité dans cette histoire-là. Parce que quand on débute dans le théâtre, moi j'ai débuté assez jeune, il est certain qu'on ne sait pas canaliser sa sensibilité. Alors on joue, on se casse la voix alors que... On l'entend, il y a une personne qui crie. Elle crie comme ça, elle veut tout donner ce qu'elle a à l'intérieur et souvent, après on l'apprend, puisque le théâtre est un apprentissage, on apprend à canaliser toute son émotion, toute sa force et souvent, il ne s'agit pas de crier fort pour pouvoir faire ressentir au public une forte émotion. Mais au début, il est certain qu'on donne tout, quoi. Comment vous, personnellement, vous arrivez à vous mettre dans la peau d'un personnage à 100% et puis la caméra stoppée ou le rideau du théâtre tombé, vous arrivez à redevenir vous-même? Comment se fait ce travail? C'est un travail, c'est un apprentissage, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure. Vous savez, c'est comme un morceau de musique, on travaille bêtement, on se dit on n'y arrivera jamais, puis un jour on y arrive un petit peu, puis après on recule. Et en fait, c'est un travail d'approche, petit à petit. Et puis d'un seul coup, on a investi du personnage, mais en même temps, on reste toujours soi-même. Pour ça, Gérard Depardieu est un exemple extraordinaire. C'est que moi, j'ai joué avec lui, il jouait parfois le fou dans le film. Dans la machine? Il était, oui, dans la machine, il était comme un monstre, comme ça, il me regardait, et puis il coupait, hop, et il était là, quand est-ce qu'on va manger? C'est presque ça, quoi. Et c'est ça le vrai métier? Oui. Le vrai métier, c'est ça. Le vrai métier, c'est ça, oui. C'est de ne pas s'identifier à un rôle. Heureusement. Contrairement à certains jeunes qui dans le sujet... Oui, heureusement, parce que sinon, dans le rôle, dans le film, par exemple, La Machine, au départ, je suis censé être un psychopathe. Un psychopathe qui a tué pas mal de femmes en série. Heureusement, je ne l'ai pas fait pour pouvoir travailler le rôle, ou du moins, je n'ai pas été encore repéré. Non, heureusement qu'il faut pas être un alcoolique pour jouer un alcoolique. Sinon, je plains celui qui jouera le rôle d'Hitler plus tard. Jamais il vous est arrivé de ressentir, je dirais, les mêmes émotions dans la vie que au départ. De ne pas arriver à vous défaire tout de suite d'un rôle dans le plus votre dangereux, c'est quand on joue au théâtre tous les soirs, parce que le théâtre est quelque chose de plus prenant, c'est certain. Lorsqu'on joue, par exemple, ça m'est arrivé de jouer du Tchekhov dans La Mouette, par exemple, le personnage est
Treplev est un personnage torturé. Il est certain que quand on sort, de temps en temps, on est encore un petit peu fragilisé, mais à la rigueur fragilisé par la performance, hein, parce qu'il faut se donner, ça c'est certain, il faut se donner. Mais je crois que si on travaille dans de bonnes conditions avec un bon metteur en scène, je pense que dans la tête, non, on est même heureux, parce que le théâtre est un moment de joie. Didier Bourdon, comment expliquez-vous cet engouement pour le Moyen-Âge chez les jeunes? Moi, j'adore le Moyen-Âge aussi, et je pense que le Moyen-Âge, d'abord, c'est une période un petit peu secrète, un petit peu pas... Bon, tout ce qui est secret est attirant. Et je crois que le Moyen-Âge, je pense, c'est un symbole de la liberté. C'est chacun avait ses armoiries, chacun... C'est vrai, on peut inventer son armoirie aujourd'hui. On peut inventer son costume, il n'y avait pas vraiment d'uniforme. Et donc, on retrouve une identité. Et ça, je crois que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de se retrouver parce que bon, bah, l'avenir qui leur est présenté n'est pas vraiment joyeux. Tandis que le Moyen-Âge, il y a un côté fabuleux quand on mange la vie, on mange le temps. C'est aussi un peu une des raisons du succès des Visiteurs. Quand Jean Reno sort de la salle de bain où il a utilisé tout le parfum et puis il dit après un bon bain, une bonne flambée, on est là, une bonne flambée, on n'est pas là à regarder si le radiateur utilise trop d'énergie ou pas, quoi. Didier Bourdon, merci beaucoup. Je vous emmène à présent au Japon où règne ce que certains sociologues appellent une zoofolie, tant les Japonais